des grosses quiz. Ça change, hein? Bah oui, ça change des magazines. Que la force soit avec toi, à jamais. Salut tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de French Weightlifter, le podcast qui vous plonge dans l'univers de l'haltérophilie et du fitness fonctionnel français. Dans ce nouvel épisode du podcast, j'ai le plaisir de recevoir Willy Georges, un nom qui vous dit certainement quelque chose. Willy nous parlera un peu de son quotidien d'athlète, et notamment de l'aspect programmation et de l'importance du mindset lorsqu'on fait de la compétition. Nous reviendrons également sur les 2 éditions des Games auxquelles Willy a participé, mais aussi sur cette édition 2020 tout à fait exceptionnelle. Salut Willy, écoute, je suis, comme je te disais, super contente que tu aies accepté mon invitation. Il y a énormément de personnes qui m'ont envoyé des questions à te poser, donc je suis super contente que tu aies pu trouver un petit peu de temps pour le podcast. Salut Cyril, c'est un grand plaisir, un plaisir partagé. Moi, c'est vraiment, je suis ravi d'être là et ravi de pouvoir répondre aux questions que tu vas me poser et que les gens du coup t'ont posé également. Voilà, il y aura un peu des deux, hein, tu verras, je te nommerai d'ailleurs les gens qui se reconnaîtront peut-être, Ouais. hein, ce Quand il y a sera, des questions un peu ce bizarres, sera ouais, c'est ça. l'occasion. On met les noms directs, hein, les noms, les adresses. J'ai quelques amis à toi qui m'ont posé des questions, mais je t'en dis pas, je t'en dis pas plus tout de suite. Ça sent Écoute, Damien Siman sur vegan ou pas. ah attends, exactement, mais bon, fais comme si tu savais pas. Je fais comme si je savais pas. Alors écoute, je commence par ma question la plus standard. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors moi c'est Willy Georges, j'ai 27 ans. C'est vrai que les gens maintenant me donnent un peu plus. Ils s'imaginent toujours que j'ai 30 ans passés. Non, j'ai 27 ans et je suis crossfitter professionnel depuis un peu plus de à peu près 3 ans, il me semble, et ça fait un peu plus de 5 ans que maintenant je fais du crossfit. Et voilà, j'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion et maintenant, c'est vrai que j'ai d'autres casquettes avec une programmation et aussi d'autres activités. Mais on va dire c'est le gros, c'est que je suis crossfitter professionnel et que je suis très content de l'être. Ok, bon, super. Ben, on reviendra d'ailleurs tout à l'heure sur la partie un peu plus programmation. J'entre du coup dans le vif du sujet avec une question qui m'a été posée par Axel. Comment vis-tu cette notoriété soudaine, on va dire, depuis ton arrivée sur la scène internationale? Et qu'est-ce que ça a changé pour toi au quotidien? Et surtout, qu'est-ce que tu aimerais en faire? Eh ben, en toute honnêteté, cette notoriété, elle a rien changé dans ma façon d'être ou ma façon de faire les choses. C'est vrai que des fois, il faut faire plus attention à ce que tu dis ou fais parce que ta parole et tes actes, ils sont souvent plus analysés, regardés, scrutés et du coup, ça donne de l'importance. Mais pour moi, comme je te l'ai déjà dit, je me considère juste comme une personne lambda qui va dans une box, mais qui fait simplement peut-être le haut d'un peu plus vite et un peu plus lourd que les autres. Et voilà, ça donne pas de passe droit d'être un athlète de haut niveau, un athlète plus fort que les autres. Et voilà, on est simplement, je pars du principe qu'on est jugé par ses actes. Et donc, pour répondre à la question, ça m'a rien fait, ça m'a rien changé. M'a juste apporté d'autres opportunités, plus de sollicitations et du coup un peu plus de temps. C'est vrai que du coup, des fois, tu as moins de temps libre parce que tu es un peu plus sollicité à droite à gauche et tu as des obligations. Mais sinon, mon quotidien, il a pas vraiment changé entre le moment où, en quelque sorte, j'ai percé et on va dire le avant-après. Je continue à m'entraîner, à prendre le même plaisir à l'entraînement et je suis toujours autant un amoureux de l'entraînement et on va dire, de la découverte de nouvelles choses au niveau de l'entraînement. Donc voilà, j'ai pas, en tout cas, j'espère que j'ai pas pris cette grosse tête ou que j'ai changé avec ça. Non, non, bah, je te rassure, pour avoir parcouru quelques interviews avant de construire la tienne ou même de t'avoir déjà croisé, hein, tu as plutôt l'air, en tout cas moi je le perçois comme ça, d'être au premier abord quelqu'un d'un peu timide presque, tu vois? Ah, ouais, en fait, les gens souvent ils s'imaginent que je suis que du coup ça peut des fois être perçu, j'en ai conscience comme quand on me voit à la boxe quoi, comme de la pas de la je sais pas, ou que les gens pensent que je veux pas leur parler ou que je dis pas, mais c'est juste que en fait je me considère pas comme quelqu'un au-dessus des gens, du coup je dis simplement bonjour, au revoir, je suis toujours poli parce qu'on m'a appris ça, mais je me sens pas comme quelqu'un de différent des autres, donc et après c'est vrai que de base je suis un peu timide et j'essaye de pas en faire plus que ce que je dois en faire. Donc, tu viens à la boxe, tu dis bonjour, tu t'échauffes et voilà, tu fais ton entraînement. Et donc, c'est vrai que des fois,
j'aime pas être placé sur un piédestal ou scruté parce que des fois on est scruté à droite, à gauche dès qu'on va dans une boxe ou dans sa boxe à l'entraînement. Et comme je dis toujours aux gens, je dis bah on est quelqu'un de lambda, on a des jours avec, des jours sans, et comme tout le monde, et ben on va des fois louper des barres, on va des fois un peu bas, des fois un peu s'énerver quand ça va pas. Donc voilà, on est vrai, des athlètes, on est aussi des gens lambda. Il faut pas nous placer sur un piédestal. Bah, tu vois, j'avais posé cette même question à Jessica il y a quelques semaines et elle, en gros, elle m'avait parlé beaucoup de l'idée de responsabilité. Tu vois, elle me disait bah, le fait d'être un peu plus au centre de l'attention à certains moments, elle le vivait comme ça, comme une responsabilité, dans le sens faire attention à ce qu'on dit, mais aussi en profiter d'avoir une parole qui porte un petit peu pour véhiculer les bons messages, que ce soit sportif, humain, motivation, etc. Est-ce que c'est ça que tu ressens toi aussi un petit peu à ton niveau? Oui, pleinement, mais c'est vrai que c'est une responsabilité à partir du moment où tu as un aura et que tu as une influence sur les autres, donc c'est à toi d'exploiter cette influence pour, transmettre des messages et des actions positives. Mais, moi je pars du principe que et on est toujours jugé que par ses actes et que par sa façon d'être. Donc on a beau dire ce qu'on veut, on a beau dire d'être d'une façon ou de faire d'une façon, si on ne l'applique pas à soi-même ou si on n'agit pas comme on parle, et ben, toute cette force ou tout ce poids dans tes mots, et ben, il est perdu. Donc j'essaye vraiment d'avoir une ligne conductrice et de la respecter, et je me l'impose pas parce que c'est quelque chose de naturel. Et après, ouais, c'est vrai que j'essaye de transmettre aussi ce que j'ai appris, les erreurs que j'ai faites, et cetera, et cetera. Et après, j'ai bien conscience que c'est vrai que on va dire ma parole a des fois un peu plus d'importance dans la communauté française. Donc j'essaye un maximum de mettre ça au profit pour des bonnes causes et aider les gens. Et si, comme je dis toujours, si je peux aider des gens, bah, je le fais avec grand plaisir. Mais c'est vrai que des fois, voilà, c'est aussi une responsabilité. Mais après, j'ai cette façon de quand je rentre dans la boxe et que voilà, je dois m'entraîner, c'est mon entraînement, c'est mon travail. Si je ne suis plus performant, et ben voilà, tu perds aussi hein, l'essence même de ton travail. Et donc j'ai aussi la responsabilité de travailler le mieux possible et d'être le plus focus possible pour être le plus qualitatif possible. Donc, s'il y a plus, après, on a tous des responsabilités, hein. C'est vrai qu'on a souvent tendance à parler des responsabilités des athlètes, etc., etc. Mais je pars du principe qu'une personne qui est à la boxe, il est avocat, notaire dans la vie de tous les jours, ou il a une entreprise. Il a aussi des grosses responsabilités toute la journée. Et son moment à la boxe, c'est un moment de détente. Donc, il faut jamais se croire que bah nous on a plus de responsabilités que d'autres, donc on en a tous au même niveau. Mais c'est simplement que ça change au niveau du moment de la journée. Exactement. Bah, écoute, c'est très bien résumé. Je passe sur des questions un petit peu plus axées Ouais. sur ton quotidien. Une première toute simple, en gros, comment se déroule une journée type pour toi? Bah, alors c'est très simple. Alors maintenant, c'est vrai que ça a un peu changé avec Wiz et avec ma programmation Wiz bah, il y a beaucoup de monde, du coup ça demande, plus de temps et puis je veux vraiment proposer quelque chose de qualitatif. Donc le matin, je me réveille, je déjeune comme tout le monde, hein, et il y a pas de nouveauté là-dessus. Et bah, du coup le matin, ça reste, beaucoup de faire ses mails, regarder ce qui se passe un peu sur Wiz parce que du coup les gens souvent ils ont des questions, il y a des requêtes, il peut y avoir des problèmes au niveau des abonnements, etc. Du coup des choses à gérer, des personnes qui, enfin bref, voilà, j'essaie de gérer ça un maximum. Après du coup il y a aussi gérer aussi toutes les sollicitations qu'il peut y avoir sur mon compte Instagram ou on va dire avec mes relations avec tous mes sponsors parce que voilà les gens des fois se rendent pas compte que ça demande énormément de temps parce que j'ai fait le choix de pas avoir d'agent tout simplement parce que du coup, j'ai essayé avec un agent et après, j'aimais pas trop parce que ça casse la relation de confiance qu'on a un peu avec les sponsors. Donc, pas pareil. Mais ouais, c'est chronophage et ça prend beaucoup de temps. Il faut entretenir cette relation. Moi, j'entretiens des très bonnes relations avec tous mes sponsors. Donc, j'essaie de les conserver et voilà, d'être dans une relation de gagnant-gagnant aussi bien qu'eux, ils aient gagné que moi. Et donc j'essaye de faire ça un peu le matin avant l'entraînement, un maximum pour être un peu la tête libérée. Avant d'aller à l'entraînement le matin, c'est un petit go out daily que j'aime bien faire chez moi pour pas tout faire à la boxe. Et après le matin entraînement jusqu'à midi. À midi je rentre, je mange, je continue un peu du coup à regarder ce qui se passe sur Wiss et peut-être à bosser sur quelques visuels de communication. Et l'après-midi entraînement. Je rentre le soir, je goûte et après, du coup, j'essaie de me pencher un peu plus sur la programmation, d'avancer pour la semaine d'après, par exemple. Et parce que du coup, avant de rentrer la programmation moi, je fonctionne avec Codify, mais du coup, il y a tout un travail à l'écrit sur les papiers, pour travailler sur la cohérence, sur ce qui peut se faire, etc., etc. Et après, voilà, j'essaye à 19h, 19h30 de tout couper et de plus avoir rien à faire au niveau
des réseaux, etc. Parce que c'est important aussi de complètement couper. Moi, j'en ai besoin. Voilà, il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages sur Instagram, mais je suis désolé si je les réponds pas ou si c'est des requêtes, mais c'est simplement que des fois j'ai pas le temps et je suis pas, on va dire, je suis pas Instagrammeur pro, donc mon métier ça reste quand même le CrossFit et donc j'ai pas ce temps à répondre à tout le monde, même si je sais que des fois il y a des messages très gentils que je dois sûrement passer à côté, mais donc j'essaie de faire le mieux et on va dire, de condenser ma journée pour être le plus productif possible et de la manière la plus effective possible et donc j'espère que ça se passe bien et que ça continuera encore. Il y a rien de fou hein, dans ma journée. Bah, écoute, je rebondis sur un truc que tu viens de me dire. On prend un peu d'avance, on va parler un peu de la prog Ouais. rapidement. Est-ce que tu es tout seul à travailler là-dessus ou est-ce que tu as des gens qui te filent un coup de main sur, je sais pas, la com, la programmation en elle-même, sur les réponses aux mails ou est-ce que tu fais vraiment tout seul? Communication et tout, ouais, je fais tout 100% tout seul. Après, au niveau des réponses sur Instagram, suivant le temps de la journée et tout, des fois Amélie me donne un coup de main. Du coup, c'est même au niveau des réponses de mails, etc., il y a Amélie qui m'aide beaucoup. Et du coup, depuis récemment, il y a Gasparini, du coup, qui a intégré la programmation. Du coup, on a des projets encore ensemble. Là, du coup, on a monté une autre prog qui s'appelle Holy Wiss, qui est une prog 100% haltérophilie de 3 entraînements semaine. Et c'est vrai qu'on doit suivre. Moi, Gaspard, c'est un très très bon ami que je connais depuis maintenant dès mes premières années en CrossFit. Et c'est quelqu'un qui est, pour la petite anecdote, qui va plaire à tout le monde, c'est quand j'étais blessé au French et que c'était en 2015-2016, je sais plus, 2016. Et en fait, du coup, j'étais blessé, assis, et j'attendais à un endroit, et il est venu me parler direct, et il me connaissait pas, et j'étais pas du tout connu, hein, ni rien. Et il est venu me parler, il est venu me prendre des nouvelles, si ça allait bien et tout, et c'est comme ça que j'ai rencontré. Et puis, ce jour-là, on est très bons potes, donc on a des projets, mais pour revenir sur WIS, ouais, communication et tout, je fais tout seul. Donc ça demande un peu de temps, parce que j'essaye de faire les choses bien. Je pars du principe que quand j'ai pris du temps à le faire, mais je voulais faire quelque chose de qualitatif et pas me foutre de la gueule des gens. Je voulais vraiment proposer des programmes qui, pour moi, genre c'est le programme que je suis, WIS+, donc je considère que c'est un programme qui va te faire progresser. Et après, je dis pas, il y a plein d'autres programmes qui font progresser, mais je voulais vraiment faire quelque chose de qualitatif qui respecte les gens et que les gens en aient pour leur argent et c'est un programme dans lequel je crois et que je propose aux gens. Et donc voilà. Mais c'est vrai que ça demande du temps et en plus comme ça automatiquement ça on a d'autres idées de programmation etc avec Antoine donc ça demande de plus en plus de temps mais je prends un réel plaisir à voir tout le monde progresser et à partager avec tous les WIS athlètes c'est vraiment quelque chose que je découvre petit à petit et je prends un réel plaisir et ça se passe super bien, ils sont tous top et il y a plein de gros progrès et ça fait vraiment plaisir. C'est un truc que tu voudrais continuer à faire, ça, te servir entre guillemets de ton réseau amical, comme avec Antoine. Je pense notamment, tu vois, à la training week, en gros, un petit peu que tu as organisé il y a peu avec d'autres très bons athlètes français. En gros, te servir de ce réseau pour lancer des projets ou aller plus loin justement dans ton projet de programmation. Bah, pas forcément honnêtement, j'aime bien aussi, avoir mes propres idées et faire, par moi-même. Au moins quand je fais une erreur, l'erreur je la dois 100 à moi. Mais Gaspard, c'est simplement parce que ouais, c'est un très bon ami. Du coup, la copine de Gaspard est aussi très copine avec Amélie et c'est quelqu'un en qui j'ai 100 confiance et je sais qu'il travaille super bien. Donc c'est vrai que le fait de savoir qu'il travaille super bien au niveau des programmations et qu'on a la même vision de l'entraînement, parce qu'on s'est entraîné quand même plus d'un an et demi ensemble à l'UTS tous les jours et on continue à s'entraîner ensemble de temps en temps quand on se voit. Et donc je sais exactement que j'ai la même vision que lui et il sait comment je travaille, il me connaît par cœur, il sait comment je fonctionne, ma façon de penser sur les WOD, etc. Donc ça facilite énormément de choses là, de travailler avec lui. Donc c'est pour ça que je trouvais ça sympa et de l'intégrer à ça et en plus il était super motivé donc ça faisait vraiment plaisir. Mais on va dire ouais, intégrer encore d'autres personnes, je sais pas, mais peut-être des personnes extérieures au CrossFit, je dis pas, des spécialistes dans d'autres disciplines qui peuvent être bénéfiques pour le CrossFit. Ouais, ça c'est quelque chose qui me plairait du coup, s'il y a un triathlète professionnel qui écoute ça et que ça l'intéresserait, hein, je lance une perche. Mais ouais, pourquoi pas, parce que je considère que il y a plein de spécialistes qui ont beaucoup de choses à nous apporter dans le CrossFit et il faut jamais être fermé à de nouvelles connaissances ou compétences. Mais ouais, du coup, j'ai mes projets et on verra bien où ils mènent avec le temps. Ah bah, c'est pas Manon Angonèse qui te contredirait. Je sais pas si. Bon, j'imagine que tu sais qui c'est. Ouais. J'avais eu l'occasion de faire un podcast avec elle tout au début, là, donc il y a quoi, 6-7 mois. Et elle nous avait expliqué un petit peu sa vision de l'entraînement. Et c'est assez impressionnant parce que
En tout cas, moi, je pense que c'est la première personne que je croisais qui fonctionnait comme ça, et je trouve ça très logique au final. Elle a un entraîneur par discipline. Donc, elle a un entraîneur haltéro qui est un haltéro expérimenté, qui a coaché pendant des années. Idem en gym, avec un gars qui fait du crossfit, mais qui est un ancien acrobate. Et pareil, en gros, sur la partie cardio, où c'est un triathlète qui lui fait faire des triathlons d'ailleurs, elle en a même fait. Et après, elle a un coach CrossFit vraiment qui l'aide un petit peu à synchroniser tout ça. Elle fait elle-même ses cycles, ses focus en fonction de son planning de compète. Mais par contre, là, elle parlait notamment, tu vois, de la nage par exemple, ou du vélo, de la course, etc. Le mec qui lui parle de ça, enfin, c'est un des meilleurs qui soit, quoi. Puisque forcément, il connaît sa discipline sur le bout des doigts. Et c'est comme ça qu'elle vise vraiment l'excellence sur chaque filière, on peut dire. Ah bah, moi, je suis d'accord avec cette approche, mais pas à 100%. Parce que, après, c'est vraiment mon avis, donc c'est pas forcément le vrai avis, mais ça, c'est en tout cas mon point de vue. C'est simplement que c'est très bien d'avoir des spécialistes dans chaque discipline et c'est important, mais il faut quand même avoir une personne, on va dire 100% CrossFit qui a connu, on va dire, le CrossFit à un certain niveau. Je prends l'exemple de Shane, l'entraîneur de Tia et de Fraser. C'est quelqu'un qui est ultra doué dans sa façon de voir les choses et sa façon, on va dire, de tout coordonner. Donc, il va prendre des infos auprès de spécialistes, exactement comme Manon, mais c'est lui qui gère tout de A à Z. Parce que les spécialistes, ils savent pas vraiment. Alors, ils ont un domaine d'expertise qui est énorme dans leur domaine, et du coup, c'est vrai qu'ils peuvent t'apporter on va dire, un feedback et une vision qui est quand même supérieure à n'importe quel coach du CrossFit, parce qu'ils vont t'apporter vraiment leur expertise. Mais après, au niveau de coordonner tout ça sur un entraînement complet de CrossFit, c'est là que ça devient compliqué. Parce que le CrossFit, ça reste quand même quelque chose de c'est très bien de créer des bons entraînements spécifiques, mais la manière de savoir comment les adapter, comment les mettre, à quel endroit, avec quelle fréquence, avec quel autre WOD, parce que tu as d'autres entraînements. C'est-à-dire que si tu vas faire une super session de nage le matin et qu'après tu as d'autres entraînements et que tu es très fatigué, du coup, et que tu merdes entre guillemets ta séance de l'après-midi, ça devient moins bénéfique. Donc l'art de tout mettre ensemble et de tout coordonner, c'est beaucoup plus complexe que ce que les gens s'imaginent. Et il y a des coachs brillants qui le font super bien, donc j'essaye vraiment de m'inspirer. J'ai cité Shane, mais je peux citer un Bergeron, etc., etc. Mais c'est vrai que ça devient plus complexe. Donc je pense qu'il faut prendre on va dire, ça c'est une très bonne idée. Après, ce que je dis, comme j'ai dit, c'est mon avis parce que il y a des choses qui vont fonctionner très bien avec des athlètes et qui vont moins bien fonctionner avec d'autres. Donc ça, bah, je pars quand même du principe qu'une programmation et on va dire une adaptation de tout ce que tu vas faire, ça dépend. Il y a le facteur aussi de l'athlète qui va vraiment dépendre et les gens, il faut vraiment qu'ils le comprennent. Mais il y a du vrai dans ce qu'elle fait. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a du vrai, que c'est super bien. Mais après, je pense que la personne qui doit coordonner tout ça, elle doit quand même venir du CrossFit et avoir connu le CrossFit à un certain niveau, ou du moins avoir une certaine expertise dans le CrossFit, pour pouvoir bien gérer tout ça et pas faire de bêtises, parce que ça va très très vite de faire des bêtises en programmation et on va dire d'avoir des baisses de forme, des baisses de régime, ou peut-être d'arrêter de progresser, des coups de moins bien, passer dans le surentraînement, ça peut être diverses choses. Et faut être très précis avec ça. Et je dis pas que je le suis, hein, mais en tout cas j'essaye de l'être un maximum. Et j'ai fait des erreurs par le passé, du coup c'est pour ça que aussi j'ai cet avis. Et donc je les ai corrigées, j'ai appris de mes erreurs. Mais voilà, je pense qu'il y a de tout, et après il faut vraiment adapter la façon de travailler en fonction de l'athlète aussi. Et donc je pense que Manon, c'est peut-être ce qui lui convient le mieux, donc c'est pour ça qu'elle se sent bien là-dedans et qu'elle progresse là-dedans. Mais on ne sait pas si ça va fonctionner avec tous les athlètes. Ouais, bah exactement. De toute façon, c'est encore une fois quelque chose qu'on a vu sur un podcast avec Raphaël. Cette fois, pour le coup, la programmation, la planification, c'est très personnel pour que ça fonctionne à 100%. Il y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise programmation. Enfin, il y en a quand même, mais là, c'est un autre débat. Mais globalement, tu as des programmations qui fonctionnent très bien pour certains et pas du tout pour d'autres, quoi. Exactement. C'est exactement comme les coachs, hein. Tu as des gens qui adhéreront bien avec certains profils de coach et d'autres pas du tout. Alors que le coach n'est pas forcément mauvais, c'est juste qu'il y a aussi des rapports humains, des choses comme ça, et ça reste très personnel, quoi. Et il y a aussi un gros facteur, c'est le facteur d'investissement. Moi, c'est comme si on s'investit à 100% dans une mauvaise idée, cette mauvaise idée peut se transformer en une bonne idée, bien plus que si on s'investit à 20% dans une très bonne idée. Donc c'est exactement pareil. C'est pareil pour les programmations. Si même ta programmation n'est pas la meilleure du monde, si tu t'investis à 100%, je suis persuadé qu'un athlète, il peut progresser.
Et après, voilà, c'est sûr que c'est dans l'idéal, c'est quand même mieux d'avoir une bonne programmation et de t'investir à 100%. Les résultats seront meilleurs, mais ce sera toujours mieux que quelqu'un qui a une super programmation mais qui investit très peu dedans ou qui fait n'importe quoi. Donc la personne qui suit une mauvaise programmation mais qui investit à 100%, elle aura de meilleurs résultats. Et ça, c'est à pas négliger et c'est super important. Et après, moi, je me base vraiment. J'ai fait beaucoup d'erreurs parce que dès que j'ai commencé le CrossFit, j'ai commencé à me programmer direct. Et donc durant toutes les premières années, les 2-3 premières années, j'ai fait beaucoup d'erreurs et j'ai essayé d'apprendre de mes erreurs un maximum. Et donc c'est vrai que quand je donne des conseils ou que j'ai une façon de voir les choses, c'est souvent parce que j'ai fait cette erreur et que du coup, j'essaie de conseiller aux gens de ne pas refaire la même erreur. Donc, Ouais, ouais, bah, après, passer par l'étape, crash test, c'est encore la meilleure façon d'apprendre, hein. exactement. Et puis c'est comme je l'ai dit, je suis persuadé que l'aspect mental et d'arriver à maintenir ce niveau de travail haut, tout en gardant un certain fun et une diversité dans ton entraînement qui va maintenir le stimulus, de plaisir de la personne quand elle s'entraîne. Ça peut faire aussi une grosse différence à l moyen et long terme parce que la personne, elle va avoir beaucoup plus de plaisir à l'entraînement et elle va assimiler toujours l'entraînement à un moment de plaisir. Que quand des fois, c'est vrai que travailler très dur tout le temps, c'est bien aussi, mais si à un moment donné, t'as pas un retour sur investissement, la personne peut vite, arrêter d'être motivée. Alors que si tu maintiens un certain, on va dire un certain fun et une diversité dans ton training, ben, la personne, elle va garder cette motivation un peu plus longtemps et jusqu'au moment où elle va retrouver la progression. Donc, c'est encore une fois, il faut arriver à à trouver la bonne recette et une fois que tu l'as, il faut pas penser que tu l'as parce qu'il faut constamment la faire évoluer et donc, voilà, c'est ça aussi qui est important, c'est que même quand on pense avoir la bonne recette, en fait, on l'a pas et il y a toujours meilleur. Il y a toujours mieux et on peut toujours s'améliorer. Alors, j'enchaîne sur une question. Tu l'as vu venir, ça y est, c'est le moment. C'est une question de Damien qui demande: «Pourquoi est-ce que tu n'avoues pas au monde que tu es végane?» Et du coup, moi, je complète cette question en te demandant, en gros, comment tu gères ta nutrition et est-ce que tu as vraiment un régime alimentaire particulier? Alors, je vais répondre en 2 parties. C'est très simple. La première, c'est que non, je ne suis pas végane, j'adore la viande. Donc désolé Damien, mais je ne peux pas mentir même si tu m'as promis un bon virement. Mais bon, j'aurais pas ce virement pour dire que je suis végane, mais non, non, du coup, c'est vrai que Damien, du coup, c'est quelqu'un que j'apprécie et je sais qu'il est vegan et il prône ça. Mais bah, pour aller dans son sens, et ça, je le dis en toute honnêteté, je pense qu'il y a plein de bonnes choses et que si tu t'entraînes à haut niveau, et ben, il faut se servir de tout ce que. C'est vrai que si tu manges un peu moins de viande et que on va dire que bah, rien qu'au niveau des inflammations, hein, faut pas faire n'importe quoi. Et c'est vrai que des fois, quand on mange beaucoup de viande, etc., ça peut avoir un impact négatif aussi bien sur ta santé que sur ta récupération. Donc, il y a des très bonnes choses dans le véganisme et il faut prendre les bonnes choses qu'il y a dedans et s'en servir. Et donc, c'est vrai que malgré que je sois un énorme amateur de viande, et ben des fois j'essaye de manger beaucoup plus de choses végétales en période de gros entraînements hein, ou de préparation pour les compétitions. Et pour ça, ça va lui faire plaisir. Et il y a énormément d'athlètes de très haut niveau au CrossFit qui font ça et qui ne sont pas véganes mais qui tendent vers le véganisme au moment de se préparer ou quand ils s'entraînent beaucoup parce que c'est vrai que bah, tu récupères mieux, ton sommeil est meilleur et tu as moins d'inflammation et du coup tu peux t'entraîner encore plus et continuer à progresser. Et après voilà, il y en a pour qui il y en a qui mangent beaucoup de viande et qui se sentent très bien. Donc c'est chacun les goûts et les couleurs hein, comme on dit et dans tous les cas, je pense il faut accepter tout le monde tel qu'il est. Mmh. Tu as bien raison. Et du coup, au niveau de ton plan alimentaire, est-ce que tu le fais par toi-même? Est-ce que tu gères vraiment ça, genre, de façon très précise ou tu fonctionnes un peu à la sensation comme certains athlètes? À quelle fréquence à peu près tu manges dans la journée déjà? Bah, alors, pour répondre à ta première question, je fonctionne vraiment à la sensation. Je fais confiance à mon cerveau, à mon corps. Quand il a faim, c'est qu'il y a une bonne raison. Et en fait, après, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein, mais je pars du principe que j'essaye de tellement être rigoureux dans l'entraînement, dans la préparation, et cetera, que bah là, j'ai pas envie d'être ultra strict au niveau de l'alimentation. Alors peut-être que j'aurais une marge de progression là-dessus, mais il y aurait trop de ça, toute ma vie serait énormément stricte, même le soir quand je rentre, quand je dois manger, etc. Donc moi, en tout cas, pour moi, j'y arriverais pas. Donc je préfère fonctionner à la sensation. Après, vraiment faire attention à la qualité des aliments que tu manges et à la période où tu es d'entraînement aussi et c'est super important et après je fais pas n'importe quoi, faut pas s'imaginer que je fais n'importe quoi. J'ai quand même quelques bonnes bases en nutrition et donc j'essaye de pas faire n'importe quoi du moins
Et à la fréquence où je mange, bah, je mange beaucoup parce que je m'entraîne beaucoup, donc c'est vrai que j'ai j'ai tout le temps faim et j'ai tendance à maigrir, à maigrir rapidement, donc quand on s'entraîne beaucoup, donc c'est vrai que j'essaye de des fois même le soir, ça peut m'arriver à 22:00, 22:30, me dire: «Putain, faut que je mange un truc là, j'ai pas assez mangé, j'ai pas assez mangé». Donc heu j'essaye de bien manger, de manger à une bonne fréquence et le soir, c'est vrai que le midi, j'ai du mal à manger beaucoup, comme c'est entre 2 entraînements et des fois, c'est pas très espacé. Donc tu on dirait que tu as ton corps qui se met en réflexe, donc il veut pas trop manger pour être performant l'après-midi. Mais j'essaye quand même de manger de manière qualitative aussi le midi et d'avoir suffisamment d'apport pour supporter l'entraînement de l'après-midi. Et par contre, le soir, ouais, le soir, là, faut manger, faut refaire le plein d'énergie jusqu'au lendemain, donc c'est non-stop. Écoute, je reviens un petit peu sur le sujet de la programmation. J'aimerais savoir comment est-ce que tu programmes tes entraînements? Je te suis moi depuis un petit moment comme beaucoup certainement. J'ai vu que tu étais passé par plusieurs programmations, je pense dont Prepared, je crois qu'il y avait Decacomp aussi si je me trompe pas. En gros lesquels tu as testé et comment tu as fait pour finalement trouver quel était le bon format pour toi? Alors, là, le Decacomp, c'est vrai que Michel, elle a beaucoup, dit que j'avais suivi Decacomp et cetera, mais non, en fait, j'ai pas vraiment suivi Decacomp. C'est simplement que, Michel, quand je me suis qualifié aux games, elle m'a aidé, le fait de, simplement être mon coach là-bas parce qu'elle parle français, Michel, et moi, à l'époque, je parlais très, très mal anglais. Elle parle français, du coup, ça m'a permis d'aller au Canada avant les games, pour m'entraîner avec un bon groupe d'athlètes. Il y avait Laura et Patrick Vénère, Laura Horvat et Patrick Vénère. Et bon, Patrick, il parle aussi français, et donc c'était facile. Et en fait, c'était mon coach pendant les games. Du coup, elle m'a aidé pour les briefings à tout comprendre. Alors, elle m'a vraiment super bien aidé pendant les games 2018. Et c'est vrai que c'était très intéressant de la voir. Mais au niveau de, elle m'a jamais préparé ni programmé pour, excepté que quand je m'entraînais avec Patrick, qu'on avait 2 3 jours d'entraînement, bah oui, on faisait ce qu'elle voulait, du coup tous ensemble, et c'était sympa d'être avec Laura, Patrick et Samuel Cournoyer à l'époque qui était là aussi, et donc de tous faire le même truc. Mais sinon, ouais, je n'ai jamais été préparé ni programmé par des cas comp. Et après, simplement pour Prepare, à Prepare, du coup, Phil Esquette, c'est un très bon ami, c'est toujours un ami. Et Prepare, c'est vraiment une très bonne prog. Faut rendre à César ce qui est à César. Ils ont fait quelque chose avec Mia qui est super bien, et ça fonctionne très très bien. Et c'est 2 athlètes qui sont à la fois des bons athlètes et des bons coachs. Et vraiment, à la base, c'était que du coup avec Street Turner, on était qui suivait Prepare parce qu'il était aussi à Dubaï avec Phil. Et en fait, 1 ou 2 fois dans la semaine, on faisait un WOD ensemble, sur un WOD auquel on se testait, on se disait nos temps et ça nous permettait de nous challenger 1 fois dans la semaine ou 2. Et en fait, quand Phil il a vu ça, il m'a dit bah écoute, si tu veux, je te file un accès prepare, comme ça tu vois et tout, etc. Comme ça, vous pouvez vous challenger sur les WOD et tout, etc. Donc c'était super bien parce qu'1 ou 2 fois dans la semaine, on se détruisait sur un WOD pour le faire en même temps avec Street et pour après se comparer et savoir si on était en forme ou pas. Mais voilà, et du coup, c'est resté comme ça. Et c'est vrai que quand Street a arrêté Prepare, du coup, j'avais plus d'intérêt de faire 1 ou 2 WOD comme ça avec avec Street. Donc c'était moins marrant, moins challengeant. Et donc tout naturellement, j'ai commencé un peu on va dire, à moins partager dessus. Après, j'avais aussi un partenariat avec Phil. Donc, j'avais un partenariat à l'époque. Donc, c'était, voilà, il m'aidait un peu sur les compétitions et moi, je devais aussi partager sur Prepare. Donc, ça a fonctionné comme ça, hein. Donc, faut pas, moi, je suis 100% honnête. Mais sinon, ouais, la programmation et tout, je me suis toujours fait mes propres programmes d'entraînement depuis toujours et c'est quelque chose que j'adore. Donc, je prends un réel plaisir. Mon iPhone est bourré de centaines de semaines d'entraînement. Donc c'est vraiment quelque chose que j'adore et dans lequel je prends vraiment de plaisir et que j'essaye de continuer à développer ma compétence là-desdessus pour arriver à quelque chose de oui et en tout cas toujours plus cohérent et qui fasse le plus progresser possible. T'as pas trop de mal du coup parce que j'imagine que ça doit être quand même un point un peu difficile, à avoir suffisamment de recul sur toi-même du coup pour bien programmer pour Oh toi? non, pas du tout, au contraire, là avec les années, en fait, c'est comme ça fait des années que je me programme pour moi-même, il y a plein d'erreurs que je ne reproduis plus et que du coup on va dire que j'ai cette expérience. Voilà, après je dis pas que j'ai une expérience de dingue, mais quand même, je pense que c'est le fait de m'être programmé tout seul, ça m'a quand même fait faire de bons résultats. Et donc j'ai pas fait n'importe quoi non plus. Et au vu des résultats des personnes qui suivent WIS pour le moment, je pense que continuer à ne pas faire n'importe quoi. Et après, voilà, j'ai quand même j'arrive à prendre ce recul sur la programmation
pour programmer quelque chose aussi qui permette d'être le plus cohérent possible, sans prendre en compte, on va dire, mon profil d'athlète. Donc c'est vrai que c'est un recul à prendre, ça vient pas comme ça, et il faut être assez détaché là-dessus. Et une fois que je rentre dans le, on va dire, dans le rôle de programmateur et de coach sur mes feuilles ou sur mon ordi, je suis détaché complètement de ça. Je pense pas du tout à ma personne en tant qu'athlète. Donc et je pense qu'à une seule chose, c'est être le plus cohérent possible. Après, il y a plein de choses à faire, respecter aussi bien ton ratio de d'AMRAP, de ForTime, d'intervalle training, et cetera, que ta prog soit la plus complète possible, et ne pas surprogrammer, dans le sens où ça, c'est une erreur que des fois que j'ai faite aussi, mais que du coup je vois souvent, c'est que certaines personnes accordent beaucoup trop d'importance à une chose dans leur programmation comparé à l'importance que cette chose a dans le CrossFit. Donc il faut toujours rester cohérent là-dessus, et ça peut être aussi à l'inverse, ne pas apporter assez d'importance à une chose, ne pas assez travailler une chose alors que cette chose tombe souvent. Et là, je ne vise pas le run, mais un petit peu quand même. Bon, on va parler des sujets un peu moins fun du moment, hein, mais comment toi tu gères cette année un peu blanche, dire sans compète? Est-ce que c'est plutôt difficile pour toi moralement, ou est-ce que tu l'as plutôt vu comme l'occasion de se concentrer sur tes points faibles? Je sais qu'il y a aussi des gens qui ont vu ça comme des opportunités de faire une petite pause, de se concentrer sur d'autres choses pour préserver justement leur équilibre mental. Comment ça se passe pour toi? Bah, après, voilà, c'est comme tout le monde, hein, je c'est pas une période facile, mais je vais pas m'apitoyer, parce qu'il y en a qui ont des périodes encore plus difficiles que la mienne. Voilà, j'ai la chance de continuer à gagner ma vie là-dessus, donc voilà, je me considère comme quand même chanceux. Concernant sur, ouais, l'aspect mental et on va dire des objectifs, et cetera, c'est vrai que le premier confinement, bah, on s'est tous dit: «Ah, ça va durer quelques semaines, quelques mois, et après ça va repartir, et machin», et on a cru un peu ça pendant l'été. Et donc voilà, c'est vrai que le deuxième là, c'est un peu plus difficile. Bon, après, ça fait quelques semaines que je me doute que la saison prochaine va être comme celle qui vient de se dérouler, donc il y aura pas de beaucoup de sanctionnels, ou pas du tout même, je pense, je sais pas, mais moi je table quand même sur un pas du tout, où ils vont tous rebasculer en ligne, et ça va vraiment être une année bizarre. Donc je pars là-dessus, et c'est vrai que ça fait un petit coup au moral, mais plutôt que, en fait, j'en avais marre d'être dans la réaction. J'avais envie d'être dans l'action, donc je me suis dit: «Bon, bah, écoute, là, tu as peut-être une année et demie encore, ou un an, qui va être compliqué en tant qu'athlète. Donc continue à t'entraîner comme s'il y avait des compètes, parce que j'adore m'entraîner, donc j'ai pas besoin de me motiver beaucoup pour aller m'entraîner, voire pas du tout. C'est moi, je suis un passionné d'entraînement, donc même si j'ai pas d'objectif, et ben, je m'entraînerai comme si j'en avais un la semaine prochaine ou dans 3 semaines. Donc j'ai cette chance, et donc je continue à m'entraîner comme s'il y avait des objectifs. Mais c'est vrai que je vais basculer sur d'autres projets, et dont WIS. Du coup, c'est vrai que je me suis vraiment investi à 800 dans WIS, et j'essaye de développer ça un maximum, et d'autres projets pour lesquels je peux pas encore parler, mais qui, j'espère, ils verront le jour l'an prochain. Et aussi bien, il y a également des projets perso avec Amélie. Voilà, on se fait construire une maison, etc. Et donc j'ai focalisé tout ça sur d'autres choses, et je me dis: «Bon, bah, écoute, hein, là, j'en ai marre d'être dans la réaction, je préfère d'être dans l'action, et faire les choses que j'ai à faire», et voilà, au moins, voilà, j'attendrai pas que les choses se passent, et j'essaierai de contrôler ce que je peux contrôler de la meilleure façon possible. Après, c'est vrai que c'est une phrase bateau, c'est une phrase qu'on voit partout, par tous les influenceurs du monde sur Instagram, et voilà, du coup, c'est vrai que, mais c'est quand même une phrase que, si on la dit en la pensant vraiment, elle a quand même un beau poids, et si on la respecte, c'est encore mieux. Non, mais tu as complètement raison. Pour avoir échangé avec d'autres athlètes, quel que soit leur niveau, pendant le confinement, globalement, ceux qui se sont sentis le mieux dans leur tête, même si c'était compliqué par moments, parce que voilà, l'enfermement, pour certains la solitude, hein, quand tu es seul, c'est pas encore la même que quand tu es au moins, en couple, disons dans un appart ou dans une maison. C'était quand même tous ceux qui ont su se mettre en mouvement, tu vois, sur des trucs. De se dire: «Bon, bah, voilà, moi je crée un truc, ou je me concentre sur quelque chose», un peu comme dans le sport, quoi. Je me mets direct des objectifs, des trucs à lire, des trucs à voir, moi, par exemple, je l'ai fait avec le podcast, et ça m'a pris tellement de temps que, heureusement, en vrai, tu vois? Enfin, Ouais, c'est non, c'est sûr, hein. C'est sûr. Après, je suis exactement comme ça, hein. C'est que je je pars du principe, bah, écoute, développe ta compétence, développe les choses que tu as à faire, et après, je bouffe énormément de vidéos, livres, d'analyses, aussi bien sur les filières d'entraînement. J'adore on va dire, me renseigner sur d'autres façons de s'entraîner que je ne connais pas, et voilà, que j'ai pas entendu parler, ou sur d'autres disciplines.
Donc j'essaye de le faire un maximum et je le fais avec grand plaisir et c'est vrai que de se focaliser sur autre chose, d'avoir des projets, même si c'est dur à cette période d'avoir des projets, mais tout simplement se dire: «Eh ben, je vais pas être dans la réaction, je vais être dans l'action. Je vais pas attendre, je vais faire quelque chose». Et ben, voilà, ça peut faire la différence et continuer à bouger comme tu l'as dit, c'est aussi super important. Après toutes les box, je sais qu'elles se mobilisent énormément et pour continuer à faire bouger les gens au travers de ça peut être de Zoom ou de séances à l'extérieur quand il y avait le couvre-feu et cetera, donc c'est super. Mais voilà, mais j'ai quand même je me dis tout le temps que je suis chanceux parce que je vois, quand je pense simplement aux honneurs de boxe, qui doivent fermer leur box et cetera et qui vont vivre, 4 semaines, voire plus, parce qu'ils ont dit que ça allait être sûrement plus que 4 semaines pour, les activités sportives, de fermer et qui ont pas de revenus, que j'imagine que voilà, c'est vrai que certaines personnes qui ont fait un effort en maintenant leur cotisation au premier confinement, et ben, là, elles vont peut-être, moins faire l'effort au deuxième. En tout cas, je le souhaite pas et j'espère que là, c'est un message que je lance, maintenez vos cotisations si vous le pouvez. C'est, pour aider l'honneur, mais donc voilà, j'ai du mal à m'apitoyer sur mon sort en pensant à toutes ces personnes qui vivent peut-être un moment plus difficile donc voilà, je préfère me dire: «Bah, écoute là, tais-toi, t'apitoie pas sur ton sort». Il y a des gens qui vivent des moments bien plus dramatiques, des gens qui perdent des êtres chers, des gens qui font faillite et cetera dans d'autres entreprises, pas que dans le CrossFit. Donc voilà, faut relativiser aussi, hein. Faut regarder sa situation, l'analyser, la mettre dans un contexte avec plusieurs d'autres situations et des fois ça fait aussi du bien parce qu'il y a toujours plus, il y a toujours pire et dans tous les cas, voilà, c'est vrai que c'est bateau aussi, mais il faut être solidaire et essayer d'aider, les gens comme on le peut, donc voilà. Non, mais tu as complètement raison. C'est vrai que pour certains, c'est vraiment un coup de massue et f c'est important, je pense, d'avoir des fois la décence de se dire: «Bon, bah, voilà, pour moi, ça va pas si mal». C'est pas une raison pour Exactement, pas être triste, hein, c'est normal aussi de se sentir un peu abattu, mais bon, je trouve que ça fait du bien aussi des fois de remettre un peu l'église au milieu du village et de se dire: «Voilà ma situation, voilà la situation d'autres». Effectivement, vu le contexte, personne n'en sortira indemne. Faut être lucide, quoi, hein, et enfin, moi, je comprends aussi les raisons, hein. C'est vrai que pour les salles de sport, c'est très, très compliqué et en même temps, il y a des raisons derrière sanitaires, hein, j'entends. Après, la façon dont c'est fait, et cetera, c'est d'autres débats, c'est quasiment de la politique. Moi, je peux pas forcément rentrer là-dedans, mais exactement, faut pas et puis comme je le dis et je le pense, il c'est vrai que fermer les salles de sport quand il y avait le couvre-feu et tout, c'est on il y avait alors que je suis persuadé que le sport est la solution, mais c'est vrai que pour en avoir entendu, il y a certaines personnes, bah, qui ont perdu un proche, du covid et ben, ils vont avoir un avis complètement différent. Ils vont dire: «Bah non, là, la situation sanitaire, ça exige de tout fermer». Alors après, c'est vrai que le gouvernement doit aussi prendre conscience que le sport, c'est quand même une grosse partie de la solution et que ça peut aider et qu'il faut pas tirer une chose qui peut aider et que donc voilà, je pense qu'il y a du mieux, mais comme tu le dis, on fait pas de la politique de toute façon, on n'est pas à la table qui prend les décisions et donc on parle un peu dans le vide. mmh. Mais ouais, dans tous les cas, je pense qu'il faut relativiser et même si on est athlète et qu'on se dit: «Ah bah là, je vais pas pouvoir faire mes objectifs parce qu'il y avait pas de compétition, j'avais ça comme objectif, je vais pas pouvoir. Ah, je voulais passer tant au snatch, mais il y a pas ma box est fermée». Bah, il faut des fois prendre un peu, reculer d'un pas, regarder, dire: «OK, bah, il y a des gens, ils perdent leur boulot, il y a des gens, ils perdent des êtres proches» et se dire: «Bah, je suis peut-être pas si malheureux que ça» voilà, faut prendre aussi, faut regarder la chance qu'on a et parce qu'il y a dans d'autres pays aussi que ça se passe encore, qui ont beaucoup moins d'aide médicale que le nôtre et si on se renseigne un peu, il y a des pays qui prennent la vague du covid encore plus de plein fouet que nous donc après, c'est vrai qu'il y a toujours pire, mais voilà, on fait pas de politique en tout cas moi, ce que je souhaite simplement, c'est que, il y ait de moins de honneurs possible qui, on va dire, qui souffrent de ça à la fin et voir qui ferme si en tout cas, si je peux aider au travers de ce message et ben, je le fais volontiers et toutes mes pensées, elles vont pour eux parce que voilà, moi, je vois Luc et Isa ou j'en connais d'autres, hein, des honneurs je sais que c'est pas facile pour eux. Mmh. Donc voilà. Non, bah, c'est une situation indépendante de leur volonté à tous, hein, donc effectivement, on peut que leur souhaiter de pouvoir s'en sortir puisque c'est entre guillemets, «c'est pas mérité», quoi. Ça n'a pas de rapport avec leur travail, donc c'est compliqué, mais bon, je te propose de passer sur un sujet un petit peu plus gai. Exactement. Je voulais parler avec toi des games, puisque comme beaucoup, je les ai suivis, à la télé. Bon, c'était un peu moins fun, hein, il y a pas l'adrénaline, j'imagine, même pour les athlètes, du public et cetera, mais ça reste quand même un show, vu les athlètes, qui y étaient, assez sympa à suivre.
Juste par rapport à toi, à ta participation, par rapport à une grosse compète nationale, je sais pas, comme les French, hein, pour n'en citer qu'une, quelle grosse différence, toi, t'ont marqué lors de ta participation aux Games? Alors, je sais pas, hein, sur les WOD, sur la gestion du stress, la gestion de la concurrence, la météo, la densité du gazon sur le sled, ce genre de choses. Ouais, je vais pas rentrer dans ces débats, mais bah, pour faire ça, en fait, il y a eu deux fois. Quand j'ai fait les Games en 2018, je suis arrivé aux Games. En fait, le système des regionals était tellement exigeant pour arriver aux Games que du coup, en fait, tous les athlètes, à part les Fraser, Vellner et compagnie qui visaient, on va dire, la gagne, quand ils arrivaient aux Games, leur objectif de saison était entre guillemets atteint. Parce que tout le monde t'as passé les regionals, t'as fait des bons open, tu t'es qualifié au régional, t'es arrivé au régional, t'étais dans les 4 ou 5 premiers sur 30, 40 athlètes très très forts. Du coup, tu avais déjà, waouh, je l'ai fait. Parce qu'il y a des régions, il faut savoir que chaque année, il y avait des athlètes de dingue qui passaient à la trappe où c'était quasiment des mini-games dans les regionals. Et c'est vrai que on va dire, cet écrémage était dur. Et il fallait pas, tu pouvais pas dire, ah bah, si t'étais pas en forme ce week-end, tu pouvais pas dire, ah bah, c'est pas grave, dans 2, 3 jours, je refais les WOD ou t'es à ta boxe, etc., ça va bien se passer. Non, là, c'est soit t'es performant au moment voulu avec tes autres athlètes sur ton floor, soit, eh ben, ta saison elle est terminée, tu iras pas aux Games. Donc, quand je suis arrivé aux Games, j'avais, entre guillemets, cette satisfaction déjà. Après, c'est sûr que je voulais faire le meilleur classement possible, mais en 2018, j'étais déjà juste content d'arriver aux Games. Et en 2019, et ben, du coup, ouais, comme j'avais déjà fait un bon classement aux Games, du coup, automatiquement, j'étais attendu et je voulais faire mieux que neuvième, donc que ce que j'avais fait l'an dernier. Et c'était pas pareil avec ce système de National Champion, juste des Open et ou bien des sanctional events. Mais du coup, t'arrivais, t'étais 150 athlètes, tu savais qu'il y avait les cuts, que chaque WOD après t'étais cuté, que du coup soit t'étais bon sur ce WOD, soit t'étais cuté. Donc c'était deux salles, deux ambiances, c'était deux games différents. Mais dans tous les cas, c'est vrai que quand les games, ça a quand même cette saveur particulière qui est ce qui est pas, tu peux pas refaire, tu peux pas, même sans dénigrer aucune compétition comme que les French, les French, une des plus grosses compétitions au monde, et surtout une des compétitions où il y a le plus d'ambiance, parce que les Français qui n'ont pas vu d'autres compétitions, ils se rendent pas compte, mais au French, il y a une ambiance de malade mental. C'est toujours la communauté française, elle vient en nombre et c'est énorme, quoi. Moi, je sais qu'à chaque fois que je vais dans d'autres compétitions, les athlètes étrangers, ils me disent, putain, au French, mais c'était un truc de malade, les Français, comme ils te supportaient, comme ça criait, quoi. Et du coup, ils sont toujours surpris par cet enthousiasme qu'il y a en France. Mais ça reste les games différents. Il y a une atmosphère, il y a une ambiance, il y a un poids de la compétition qui pèse un peu sur tous les athlètes qui est complètement différent. Et ça fait vraiment, c'est un moment particulier. Je sais pas vraiment comment décrire ça, mais c'est un moment particulier. Alors là, cette année, j'imagine que ça devait être encore différent parce que avec se retrouver à 5, les athlètes, ils devaient être dans une situation, on va dire, il y en a certains qui étaient contents d'être dans les 5. Et donc ils étaient juste, ils avaient déjà fait leur objectif. Après il y en a d'autres qui voulaient gagner, mais c'est vrai que donc je pense dans tous les cas les games ça reste différent, mais cette année c'était vraiment un peu, sans dénigrer la chose, un peu bizarre. Et c'est vrai que j'aurais préféré voir bah, des Vellner, Fitkowski, Chandler Smith et tout et compagnie, on va dire tous ensemble, et même y être, moi ça aurait été avec grand plaisir. Et donc pour avoir plus voir un peu les écarts qu'il pouvait y avoir sur 20 ou plus d'athlètes. Donc, mais après voilà, on parle avec Dessy, hein, ça s'est déroulé. Et c'est encore pareil, on n'est pas dans la table qui prend les décisions. Donc, sauf si Castro il écoute ce podcast et qu'il se dit que j'ai raison, mais je pense pas que ce sera le cas. Bon, tu sais, sans vouloir manquer d'ambition, j'ai peu d'espoir qu'il écoute ça un jour, hein. Ah, on sait Mais bon. jamais, hein, on sait jamais. En tout cas, je te le souhaite pour au moins 2021 et enfin allez, 2022 si on est pessimiste, mais 2021 ce serait vraiment cool de t'y revoir et puis de revoir aussi d'autres Français, d'autres Françaises aussi à moyen long terme. Ce serait vraiment cool de voir la France sortir comme un pays, un gros pays, on va dire, pourvoyeur de champions. Ce serait top. Ouais, non, mais carrément. Après, c'est vrai que pour l'an prochain, je suis quand même assez pessimiste. Alors d'habitude, je suis toujours de nature assez optimiste, mais là, avec la saison prochaine, je suis assez pessimiste de comment ça va se dérouler. Et je sais pas du tout comment là ils ont dit qu'ils allaient, oui, les Open comment ça s'appelle, en février, mais il y aura pas de sanctionnal, je pense. Il y a aucune compète qui peut se déclarer, prendre des risques financiers. Les sponsors, ils vont pas se déclarer non plus pour aussi prendre des risques financiers avec une compète qui peut être annulée à tout moment. Et donc voilà, ça risque d'être compliqué. Et après, on sait jamais s'il y a une deuxième vague aux États-Unis ou même une troisième vague, parce que voilà, c'est un peu n'importe quoi aussi là-bas.
Alors, c'est comment ils gèrent un peu le le Covid, donc on sait pas et c'est vrai que j'aimerais bien en fait, me qualifier à des games, mais à des games dans une saison normale. En fait, je sais pas comment, juste me requalifier à des games et à aller aux games, à essayer de faire une belle performance là-bas, mais dans une saison normale, dans une saison complète. Après, je sais que c'est utopiste et que ça risque pas d'arriver à un moment, mais voilà, c'est ce qui me motiverait énormément et c'est ce qui me motive le plus parce que aller aux games dans une saison qui est complètement un peu biaisée sur la façon dont elle s'est déroulée avec les compètes annulées, les ci, les ça, les changements de règles, les changements de système de qualification à droite, à gauche tout le temps. Alors oui, c'est sûr, ils ont réagi et ils ont fait quelque chose, ils ont proposé quelque chose et là, c'est tout à leur honneur et franchement, c'est top qu'ils aient pu proposer quelque chose. Mais d'un point de vue personnel, je vais pas, ça a pas la même saveur donc voilà, donc j'essaie de me focaliser sur des projets perso et je suis assez pessimiste pour la saison prochaine. Mais c'est pas pour autant que j'arrête de m'entraîner, bien au contraire, je continue à m'entraîner de la même façon et le jour où ça redeviendra normal, et ben je répondrai présent et je serai très heureux de continuer avec une saison normale. Bon, j'imagine que tu les as suivis également et du coup, quel autre t'aurais vraiment aimé faire? Lequel t'aurais pas du tout aimé faire? Et du coup, un peu plus généralement, est-ce que tu vas les faire de ton côté? Alors pour les faire de mon côté, oui, bah, ceux que je peux faire, bien sûr, avec plaisir. Après, il y a 2 autres que j'aurais adoré faire, le CrossFit Total parce que, voilà, c'est quelque chose où j'ai toujours été performant. En 2018, je fais 5e au CrossFit Total avec 1230 lbs j'avais pas réalisé une bonne perf, au back squat ni au back squat, j'ai réalisé une bonne perf pour un fort du moment, mais qui est pas une bonne perf pour, maintenant. Mais j'avais pas fait une bonne perf au press parce que j'étais pas bon à l'époque au press, je sais pas pourquoi donc voilà, bah, j'aurais bien aimé le faire parce que là, je serais curieux de savoir à combien est mon CrossFit Total et je pense que je risque de le faire pendant le confinement chez moi, juste pour savoir un peu où j'en suis. Et le trail aussi, j'aurais adoré le faire, hein, parce qu'un trail, voilà, c'est juste que j'adore courir en montagne, avec des dénivelés, des descentes, et c'est quelque chose que j'adore et quelque chose dans lequel je suis à chaque fois pas trop mauvais. L'event qui pour moi me paraissait le plus sale, mais du coup j'ai pas envie de le faire, mais d'un autre côté j'ai envie de le faire parce que quand t'as un event qui est aussi sale, tu te dis oh, ça doit être cool quand même de se mettre dans un état pareil. Ça c'est un peu le côté sadique des athlètes. Mais l'event avec la piscine et l'assobac, le GHD et les 10 balls, il était juste énorme. C'était un des meilleurs à regarder même. C'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Franchement, et du coup, c'est un event qui donne pas envie de le faire, mais tu as quand même envie de le faire. Donc, je le classe dans la catégorie des events que j'ai pas du tout envie de faire. Donc, je sais pas si c'est compréhensible ma façon de raisonner, mais en tout cas, voilà. Ça va avec ce que tu as expliqué juste avant, en fait, hein, sur la programmation. Sur, en gros, l'importance de se regarder un petit peu en face pour bien programmer, parce que si tu programmes que ce que t'aimes et que ce sur quoi tu es à l'aise, bon, bah, j'imagine qu'on n'en arrive pas à ton niveau en faisant ça, quoi. Ouais, bah après, je suis un peu bizarre là-dessus, c'est que les trucs que j'aime pas, c'est les trucs que j'ai envie de faire. Les trucs où je suis pas bon, bah j'ai envie de les faire encore plus pour ne plus être pas bon dessus et pour avoir ce sentiment de ok, bah aujourd'hui tu as fait quelque chose pour améliorer un truc où t'es pas forcément très bon, donc ta journée elle est productive, donc à la fin de la journée t'es content. J'essaye, je fonctionne comme ça et j'essaye toujours de combler un peu toutes les faiblesses et la beauté du CrossFit, c'est qu'à chaque fois que tu penses que tu as comblé une faiblesse, il y en a une nouvelle qui apparaît. Donc c'est aussi ça. Et donc c'est pour ça que c'est addictif et que tu continues sans cesse à vouloir combler toutes ces faiblesses. Mais ouais, c'est la programmation là des games a été vraiment bien. Bah, de toute façon, Castro il fait toujours quelque chose de, de cohérent, de fun. Et là, il a fait avec ce qu'il avait aussi comme matos, comme espace, comme endroit. Donc je pense que c'était cool et je regrette juste de pas avoir pu voir plus d'athlètes sur des événements pareils. Il y aurait pu avoir de belles courses et de beaux duels sur certains événements. Bah écoute, moi je me suis dit ça, et genre je crois que c'était hier, enfin bref, je me suis fait la réflexion qu'en fait, ça n'a pas changé grand-chose. Dans le sens où, alors oui, le public, etc., c'est un autre débat, mais je veux dire en termes de visibilité, parce que, bon, moi j'aime bien Tia et Matt Fraser, comme tout le monde, quoique, même si je les aime beaucoup, c'est pas que j'aimerais qu'ils perdent, mais j'aimerais qu'il y ait un ou deux gars à côté et qu'on se dise, putain, quand l'épreuve démarre, on sait pas qui va gagner, quoi. Et plus Ah, régulièrement, exactement. parce que C'est je suis exactement ça. impressionnée par la suprématie, mais je suis un peu lassée, tu vois. Je voudrais voir maintenant de la bagarre. Et après, par rapport à ce que je voulais dire, c'est vraiment ça. C'est que quand je regarde les games, je trouve qu'on voit jamais le dixième.
ou le 15e ou le 20e. Ils filment de toute façon souvent que les premiers. Et en fait, t'en as certains, ils sont aux Games et tu les vois jamais. Et c'est un peu chiant quand c'est par exemple un champion ou autre national, parce que c'est pas que tu veux pas regarder les premiers, mais tu as envie de suivre quelqu'un d'autre aussi, tu vois, et tu le vois pas forcément dérouler. Moi, c'est un truc que j'ai souvent reproché aux Games, c'est-à-dire que j'adore, mais je trouve qu'on voit un peu trop souvent les mêmes et ils filment pas suffisamment. Alors après, je sais pas, tu vois, je suis pas réalisatrice, hein, c'est facile à dire, mais j'aimerais voir un peu plus le WOD de d'autres athlètes aussi. Ouais, non, c'est sûr, hein, je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais, ça rejoint chaque fois que les gens me disent: «Oh, t'as pas vu beaucoup au game, on t'a pas vu beaucoup au game». Je suis là: «Bah, désolé, j'étais pas Pourtant, assez bon j'étais pour là. être dans les premiers». Voilà, donc c'est, si tu m'as pas vu, bah, dans SWOT, bah, c'est que j'étais pas dans les 3-4 premiers sur SWOT, donc non, tu m'as pas vu, c'est que donc mais voilà, c'est vrai que, ouais, je sais pas comment ils pourraient faire au niveau de la diffusion et cetera, mais comme tu disais là j'aurais bien aimé voir un Villeneuve, Fikowski en pleine forme ou sur certains WOD, pouvoir, challenger un peu Matt, s'il le pouvait parce que voilà, si ça se trouve on dit ça mais tu les aurais mis à côté de Matt, en forme comme il était, bah, ça aurait été pareil, il serait passé pour des teens et il avait l'air vraiment, vraiment très en forme et très énervé mais c'est vrai que ça manque mais c'est tout à l'honneur de Matt parce que du coup voilà, il est tellement fort que du coup on a besoin d'avoir quelqu'un pour venir le challenger voilà, félicitations à lui parce que ce qu'il réalise et comme Tia c'est juste énorme et il faut savoir aussi reconnaître ce que sont en train de faire ces athlètes. Ah bah oui, clairement, hein. Clairement, ça remet pas du tout ça en question, hein. C'est vrai Ouais, que ouais, non, c'est c'est sûr. on espère voir, tu vois, un gars sortir un peu comme ça, Ouais. alors pas à la Ricky Garard, hein, tu vois? Un mec vraiment où on se dit: «OK, là, c'est bon, c'est parti pour quelques années de challenge», ce serait cool, quoi, tu vois? Ça relancerait un petit peu le débat, ça pourrait être sympa. On aime bien Ouais, en plus, hein, on aime bien je voir des rookies, tu vois, sortir et se dire: «Ah putain, est-ce que l'année prochaine c'est lui ou elle?» Tu vois? C'est ouais, non, cool. les gens adorent ça, hein, mais là, je pense qu'il faut qu'il sorte dans pas longtemps parce que Fraser, il a pas envie de continuer encore, vraiment, vraiment longtemps, hein, donc faut il va pas s'il refait un an, c'est génial, mais on verra bien, mais en tout cas de ce qu'il a dit, ouais, il va pas continuer, beaucoup d'années. Mmh. Affaire à suivre. Voilà, je Alors j'ai veux pas une parler petite, pour lui, mais voilà. bah, écoute, c'est bien, ça va installer un suspense, ça va peut-être relancer justement le challenge. J'ai une petite question financière. Alors je savais pas si tu serais très à l'aise, pour y répondre, mais a priori, tu plutôt transparent là-dessus. Est-ce que tu peux nous indiquer un petit peu, à nous, le grand public, entre guillemets, combien coûte une participation aux games? Alors que ce soit, tu vois, au niveau de l'engagement, et en gros, à la louche, combien ça coûte, bah, tout frais prévus quoi, déplacement, repas et compagnie, quoi? Et ben, en toute transparence, c'est cher. À l'époque des regionals et des games et compagnie, avec le système d'avant, tu bah, du coup, tu payes ta participation aux open et ensuite après tu payes aussi ta participation aux regionals. C'était je sais plus combien, hein. Franchement, c'est peut-être une bêtise que je dis, mais c'était genre 200-300 $, 250 et tu payais ça et du coup, tu allais aux regionals et après à la fin de tes regionals, tu payais, quelque chose comme, je crois que c'était 500 $ pour, les games. C'était des frais d'inscription, quelque chose, c'était dans les eaux là, hein, mais je me rappelle plus exactement et après là-bas, du coup, bah, tu as le billet d'avion, tu as, l'hôtel parce qu'ils te proposent un hôtel. Ils te disent: «Bah oui, on a l'hôtel là, on vous le propose, mais si vous prenez un autre hôtel, sachez que cet hôtel, il y aura les briefings, il y aura les navettes, c'est super important d'y être». Donc ils te disent: «Tu es pas obligé d'être dans cet hôtel, mais Tu plutôt c'est quand intérêt, même quoi. pas mal d'être dans cet hôtel». Donc du coup, cet hôtel, il coûte un peu cher, hein, c'est pas donné, hein. Je crois que c'était, de l'ordre de 200 ou 250 $ la nuit. Je crois que c'était un prix que du coup l'hôtel faisait, que CrossFit Games, parce que CrossFit Games, il payait une partie de la nuit, donc le 200-250 $ la nuit, c'était un tarif. Donc quand tu restes, bah, à l'époque, 8-9 jours, bah, ça revient à cher. Et si après, la semaine d'avant, t'es resté, tu venu parce qu'il faut pas arriver l'avant-veille, donc faut venir au moins une semaine avant un minimum pour t'acclimater un peu au décalage horaire et au climat de Madison qui est bien particulier. Donc voilà, tu as aussi ton hôtel ou ton Airbnb, tu as tes repas comme tu le dis, parce que voilà, rien n'est pris en charge, hein, c'est toi qui payes tes repas. Mais après voilà, il y a les sponsors, qui sont là pour ça et qui te soutiennent. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir mes sponsors, BNN, GoWood, et cetera, Nike qui te soutiennent.
et qui du coup te permettent de payer une partie de ces frais. Donc voilà, tu fais pas payer les mêmes frais à tout le monde parce que ce serait n'importe quoi. Mais voilà, il y a une marque qui va te payer ça, l'autre marque elle va te payer ça, et cetera, et cetera. Et donc voilà, tu arrives quand même à que ça te coûte pas trop d'argent, voire rien du tout. Les meilleurs, je sais que c'est rien du tout. Et ouais, c'est vrai que j'ai eu la chance que ça m'ait l'année d'avant coûté rien du tout. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est un coût, ça demande ça demande des sous. Et je me mets aussi à la place d'athlètes qui n'ont pas les sponsors qui leur payent ça, et ça peut représenter un gros budget. Donc après, ouais, c'est vrai que moi, la première année, j'avais pas, j'avais moins de sponsors et moins d'aide, donc tu payes automatiquement plus de choses. Écoute, question de Pierre à ce sujet. Ouais. On entend souvent que tu es le seul athlète français à pouvoir en vivre, donc sans forcément rentrer trop dans le détail, tu vois, mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une légende urbaine? Et avant tout ça, donc avant ce niveau entre guillemets de notoriété, comment tu faisais pour réussir à cumuler ton boulot plus entraînement à ce niveau? Avant que je puisse en vivre? Bah oui, c'est ça, avant que tu en vives, avant que tu aies des sponsors, enfin Ah avant que tu ben, sois plus obligé de travailler, quoi. et ben, avant, j'avais la chance quand j'étais au rugby, du coup, je touchais un petit salaire. C'était une connerie parce que du coup, j'étais étudiant. Et du coup, avant que je puisse en vivre du CrossFit, j'étais aussi étudiant du coup, en master de droit. Et donc je cumulais, j'ai fait comme tout le monde, hein, j'ai fait les petits boulots. Moi, j'ai bossé au cinéma, j'ai bossé à Decathlon plusieurs fois, Decathlon à Lyon, Decathlon dans le sud. Voilà, j'ai fait comme tout le monde, hein. J'ai travaillé à côté pour pouvoir payer, une partie de mes études. Et après, du coup, c'est arrivé rapidement au CrossFit bah, ouais, tu gagnes un petit billet à droite, un petit billet à gauche, tu as un sponsor qui commence à te donner de l'argent. Et ben, petit à petit, voilà, du coup, tu mets plus de temps dans l'entraînement. Et donc voilà, ça se fait naturellement. Mais sinon, ouais, avant, j'ai fait exactement comme tout le monde, hein. Je faisais mes études et je travaillais pendant mes études à côté. Et après, ouais, j'ai eu une période où j'ai eu la chance aussi de gagner un peu d'argent et avoir un salaire au rugby. Comme quand j'étais en espoir au Loup, on avait un petit salaire et des primes. Et après, du coup, j'étais en fédéral 1, hier Carqueiranne, bah, j'avais du coup un petit salaire, hein, un petit salaire comparé aux autres, c'est sûr, mais comme j'étais un des plus jeunes. Mais voilà, ça te permet aussi de pouvoir vivre. Et à côté, je bossais un peu de temps en temps à Decathlon, j'avais pas un gros contrat. Et je crois que j'avais un contrat 20 heures semaine, 15-20 heures, je crois que c'est ça, ouais, ou 21 heures, je sais plus. Et donc voilà. Mais après, ça s'est fait vite. Et après, oui, bah, tu peux gagner bien ta vie avec le CrossFit, voire très, très bien. Mais faut pas faire n'importe quoi, faut penser à l'avenir, il faut placer. Parce que tu peux gagner vite des bonnes sommes à droite à gauche, parce que ouais, il y a de l'argent dans le CrossFit. Mais faut penser à l'avenir, il faut pas faire n'importe quoi, faut pas que l'argent te monte à la tête. Et faut avoir des projets pour pouvoir investir cet argent et la faire proliférer dans les années futures. Question de Sophie maintenant, qui m'a fait sourire. J'espère que toi aussi. Parmi les athlètes internationaux que tu as pu rencontrer sur toutes les compètes que tu as pu faire, c'est qui les plus sympas? Ouais, bah, là, ça va être un peu biaisé parce qu'il y en a plein qui sont sympas, mais peut-être du coup, c'est avec qui je m'entends le mieux. C'est vrai que j'ai Street Horner avec qui je m'entends super bien. Et il y en a un qui est vraiment mais trop marrant, mais qui est super cool, c'est Rasmus Anderson, le copain de Lorraine Fischer. Lorraine est super gentil aussi, hein, je m'entends très bien avec. Mais Rasmus, tu passes toujours un bon moment et tu rigoles bien avec lui. Et c'est super cool. Et après, sinon, je m'entends super bien avec les Canadiens, hein, Jeffrey Adler, Vellner, Samuel Cournoyer, Paul Tremblay. Pour ceux qui se rappellent, Paul Tremblay, il a fait les games aussi pas mal de fois et qui est toujours un super athlète. Séminaire staff aussi. Et après, voilà, ils sont tous, franchement, honnêtement, il y a pas de, faut savoir que les athlètes de ce type de niveau, souvent, c'est ceux qui se prennent le moins la tête, hein. Il faut pas il faut pas, je connais beaucoup d'athlètes qui ont pas du tout leur niveau et qui se prennent beaucoup plus la tête et qui sont beaucoup moins sympas et avenants que ces athlètes. J'ai une petite anecdote moi avec Paul Tremblay. Moi, je l'ai rencontré en 2014, quand je suis allée donc à Ottawa, à titre perso, hein, pour visiter un peu le Canada. Je m'étais inscrite pour faire un cours là-bas, un genre de drop. Enfin, je dis un genre de drop parce que, je faisais du CrossFit genre depuis 3 mois, tu vois? Donc, D'accord. c'est à mi-chemin entre la séance d'initiation encore et le drop-in. Et c'était lui qui faisait le cours. Et comme j'en faisais, voilà, comme tout le monde quand tu démarres, t'es pas du tout habitué tu reconnais pas les pancartes, tu reconnais pas les gens, tu connais même pas le système des games, etc. T'as pas encore fait tes premiers open, t'es là, t'es un noob, quoi. Ouais. Et donc j'ai fait le cours avec lui. Je m'en souviens encore parce qu'il faisait noir, il faisait genre 5 degrés et c'était des sumo deadlift high pull avec des 400 mètres run.
Donc c'était horrible, c'était dégueulasse. Et bon, bref, j'ai passé un super moment, il a super bien expliqué, hyper sympa, une petite photo à la fin, super moment. Puis bon, je rentre, je me pose, je mets ma petite photo sur Instagram, comme toute, comme toute bonne nana qui se respecte. Et je reçois plein de messages, ouais, trop bien, t'as rencontré Paul Tremblay, alors il est comment et tout. Et moi, je savais pas du tout qui c'était. Qu'il avait fait les games. Mais en fait, ça m'a marqué dans le bon sens parce que moi, en tant que sportif, j'ai passé un super moment. Le mec était super sympa, super bien expliqué. Pas du tout. En fait, il m'a pas donné l'impression que j'aurais dû le connaître ou qu'il Ouais, était bah, il est resté normal, quoi. célèbre, quoi. C'est comme quelqu'un de lambda et il faut pas placer, il se sent pas sur un piédestal. Parce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, faut pas, quand t'es athlète de haut niveau, faut pas te croire que t'es sur un piédestal, t'es quelqu'un de lambda qui va faire les mêmes conneries et la même façon d'être que tout le monde. Et Paul, bah, du coup, ça me surprend pas que tu dis ça de lui parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, avec qui je parle assez souvent. Et c'est quand même un super athlète. Le mec, il est papa, il a une entreprise, il est séminaire staff qui bosse souvent. Donc voilà, c'est tout à son honneur et c'est vraiment un bon mec. Et ses enfants sont très très marrants. Sur la vidéo, je sais pas si tu vois, mais Ouais, ouais, bah, je le suis du coup depuis. Félix, c'est super marrant dans les situations dans lesquelles il le met. Ah ouais, non, il est super sympa. Mais après, ça dépend de ce que tu aimes regarder, hein. En général, on n'aime pas tous les mêmes profils d'athlètes, hein, comme tu disais tout à l'heure, hein, les goûts, les couleurs. Mais moi, j'aime bien ces profils un peu, tu vois, force tranquille, un petit peu monsieur et madame tout le monde, parce que moi, je m'identifie vachement plus, quoi. Moi, je trouve que j'admire ces gens qui ont une capacité à mener toutes ces vies en même temps, à réussir et en même temps à trouver un équilibre et surtout à avoir limite un peu tu vois, ce syndrome de l'imposteur, quoi. Quand tu les écoutes parler, ils admirent tout le temps quelqu'un de plus fort qu'eux, et tu te rends compte qu'en fait, pour eux, ils sont pas genre les meilleurs. Ah Et, bah ouais, et non, mais c'est carrément, c'est genre, moi, ça m'est déjà arrivé, tu te dis, mais pourquoi les gens, ils sont aussi, pourquoi c'est dingue, pourquoi je signe un t-shirt, pourquoi les gens me demandent si je peux donner un t-shirt ou pourquoi ils veulent une photo, ou des fois, moi, je suis mal à l'aise quand les gens me prennent en photo parce que je me dis, mais attendez, vous me prenez en photo alors que la dernière compète, je me suis fait fracturer par Fraser, Vellner et compagnie. Allez prendre des photos avec eux, quoi. Du coup, et je sais que Paul, c'est quelqu'un comme ça, donc ça me surprend vraiment pas de lui. alors, je passe sur une petite partie un peu mindset. En plus, j'ai vu que tu abordais souvent ces sujets-là là, récemment sur les réseaux sociaux, donc c'est cool. J'ai une petite question, c'est est-ce que tu es superstitieux? Est-ce que tu as genre des chaussettes porte-bonheur, un slip porte-bonheur? Ou est-ce que tu as des petits rituels comme ça de compète un peu perso? Ouais, rituel, oui, mais être superstitieux, non. Je l'ai été, hein, mais après, je pars du principe que en fait, j'ai tellement découvert que t'as beau être superstitieux ou pas, hein, si t'es pas préparé, au bout d'un moment, tu peux pas mentir. Au CrossFit, tu peux pas te cacher derrière quelque chose, donc c'est ça. Mais des petits rituels à droite à gauche, oui. J'aime bien. En fait, ces rituels, je pense plus que d'un point de vue mental, ce sont des petits actes qui vont te permettre de te mettre dans une bulle de confiance, parce que s'ils sont répétés comme une habitude, eh ben ça peut t'aider à rester dans cette bulle de confiance et t'apporter une préparation au moment voulu qui peut t'aider à garder cette confiance et à aborder un événement un peu dans de meilleures conditions. Mais voilà, c'est simplement ça. Mais après, faut être quand même prêt à quelque chose de nouveau et j'adore l'aspect mental et je trouve que c'est quelque chose qui est souvent négligé. C'est pour ça que des fois je voulais faire des vidéos et je veux continuer à le faire parce que j'ai envie que les gens comprennent que la programmation c'est bien, mais il faut aussi avoir l'aspect mental. Donc j'essaie de transmettre ça aux athlètes qui suivent la programmation WIS, aussi bien sur le groupe privé Facebook, etc. Et aussi leur faire comprendre que voilà, il n'y a pas que la programmation, il n'y a pas que faire les choses, il y a aussi l'aspect mental. À deux athlètes de même niveau, ce qui va faire la différence, c'est l'aspect mental. Et des fois même, quand un athlète, c'est pas toujours le plus fit qui gagne. Hein, faut pas se voiler la face. C'est des fois aussi la personne qui a le plus gros mental parce que il y en a qui peuvent perdre tous leurs moyens juste pendant un WOD ou même avoir le cœur qui s'accélère beaucoup plus vite simplement parce que du coup ils ont perdu leurs moyens et ils ont vu la personne à côté d'elle peut-être afficher une sérénité qu'eux n'avaient pas pendant un WOD alors que la personne au contraire elle souffre encore plus et mais simplement qu'elle arrivait à se calmer et donc voilà il y a plein de petits tips que du coup moi j'ai découvert sur encore une fois hein, je me base sur mon expérience que j'ai vécue et voilà et c'est bête, hein, mais il faut constamment se dire que voilà, le mental, c'est quelque chose qui peut être amélioré et il y a plein de voies
à explorer et surtout il faut accepter de se prendre des murs. Faut comme je le dis souvent, il faut échouer le plus gros possible et se prendre des murs et surtout continuer à apprendre quand tu te prends ce mur et avancer encore plus, hein. Ça fait très affiche influenceur Instagram, je sais, mais à chaque fois ils prennent les bonnes phrases, tous ces influenceurs là, qui veulent vendre des trucs, mais voilà, c'est vrai que il y a des bonnes phrases qu'il faut prendre comme je l'ai dit, je pense qu'il y a plein de choses à améliorer là-dedans. Ouais, bah, de toute façon, tu peux pas réinventer l'eau chaude à chaque fois, hein, non plus, Exactement, pour c'est les pour ça. les défendre. C'est ça. Il y a les phrases, toutes les phrases qu'on se dit ou quoi, on les a pas inventées, hein. Il y a des gens qui les ont dit en premier. C'est comme les WOD, il y a toujours des gens qui ont fait ce WOD en premier, hein. On arrive à un stade du CrossFit où même si t'inventes un WOD de toi, par toi-même, il y a une chance sur deux pour que ce WOD ait déjà été fait par quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est comme tu dis, on va pas réinventer l'eau chaude. Autre question, comment tu gères un peu, ton rapport au classement? Alors, je dis ton classement, ça pourrait être à l'échelle française, mais aussi à l'échelle internationale. Est-ce que tu regardes régulièrement où se trouvent tes concurrents ou ce qu'ils font, par exemple, sur les réseaux sociaux? Je sais qu'en tout cas, les filles sont souvent, sensibles à ça. Et est-ce que tu arrives à rester quand même relativement, détachée des performances des autres en général? Honnêtement, alors là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent sans vouloir les dénigrer, je m'en fous complètement. Ce qu'ils postent, alors j'ai le recul pour me dire que les réseaux sociaux, c'est la vitrine de ce que tu veux montrer. Ça vient pas montrer ton état de forme, hein. Je prends toujours comme exemple, mais le jour où j'ai cleané 180 kilos, bah, j'étais beaucoup moins fit que maintenant. Mais du coup, j'ai publié la vidéo du clean à 180 kilos et tout le monde disait oh Willy, il est dans une forme de malade. Non, c'est juste que Willy, il est en confinement, il s'entraîne peut-être un peu moins et du coup, il fait plus du coup, quand il fait de la force, et ben, automatiquement, ses barres, elles augmentent. Donc, faut prendre des pincettes, ces réseaux sociaux et toujours se relativiser et pas se laisser, on va dire, influencer mentalement par ce que les gens veulent poster. Moi, Instagram, en toute honnêteté, si les gens le savaient, c'est que des fois, bah ouais, là, tel jour, telle heure, je dois publier sur telle marque, tel sponsor. Là, telle story, telle heure pour telle marque, tel sponsor. Bah, t'as des obligations, voilà, t'es payé pour ça. Du coup, moi, je suis pas un influenceur, c'est-à-dire que je suis pas payé à la publication. Moi, j'ai des contrats qui durent pour 2 ans, 3 ans avec des sponsors, et du coup, t'as un salaire. Et ben voilà, tu as des obligations à respecter et vis-à-vis de ce sponsor qui croit en toi, et ben c'est important de les faire et après j'ai la chance d'avoir des sponsors en lesquels je crois, surtout aux produits qu'ils proposent, donc je le fais volontiers. Mais prenez des pincettes avec les réseaux sociaux donc c'est pour ça que je regarde pas du tout ce que fait mes concurrents. Après c'est sûr qu'il y en a certains c'est des concurrents mais c'est aussi des amis. Du coup je les suis sur Instagram, je les regarde, je pense à Alexandre Pinsol, Manoa, Gasparini, Lucas Euzet. Du coup c'est des amis donc tu les suis sur Instagram mais voilà, sinon je suis pas cette personne à me soucier de ce que font les autres, je me soucie simplement de ce que je fais et voilà, et de la forme que j'ai en ce moment, si je progresse, si je me sens bien et ce qu'ils font, je m'en fous. Après, c'est sûr que si c'est un ami qui fait un PR, bah oui, j'irai le féliciter, je serai content pour lui. Et oui, ça peut me titiller en me disant, oh là là, lui, il a fait ça. Bah, parce que voilà, je suis quand même un compétiteur dans l'âme, donc tu te fais automatiquement titiller. Mais ouais, les trucs qui peuvent plus m'énerver, c'est quand des fois certains ils l'ouvrent un peu trop fort à droite, à gauche. Mais comme je dis toujours, c'est juste un peu plus de carburant pour ta réserve à motivation. Donc faut leur dire merci à ceux-là. Tu as bien raison de le voir comme ça, parce que de toute façon, après, Ah, tu te sinon tu retrouves t'arrêtes à plus. t'arrêter pour jeter des cailloux sur tous les chiens qui aboient, quoi. Enfin, Ah bah, et faut tu faut avances pas, toujours se hein. dire, moi, un jour j'ai entendu quelqu'un, je sais plus qui c'est qui m'a dit ça, mais toujours se dire qu'une personne qui vient te critiquer ou commenter quelque chose pour te critiquer, t'as déjà gagné sur elle. Parce que cette personne a pris sur son temps, un temps qui est précieux en temps normal, pour aller sur ton profil ou aller sur un truc, commenter en parlant de toi. Donc t'as déjà gagné sur cette personne parce que même si elle t'aime pas ou même si elle veut te dénigrer, cette personne, tu lui as niqué du temps. Donc, elle a pris du temps pour aller dire quelque chose de mal sur toi. Donc c'est pour ça, il faut pas rentrer dans ce jeu. Il faut se focaliser sur soi et faire les choses comme on les fait soi-même et prendre des pincettes avec ces réseaux sociaux qui sont, on montre ce qu'on a envie de montrer et faut pas y assimiler des grosses barres ou etc. un niveau de forme ou simplement un challenge ou un complexe voilà qu'une personne peut faire, elle dit ah putain il va faire une perf de fou à la prochaine compète. Non, faut pas, faut prendre des pincettes et j'en connais plein. Je suis sûr mais aussi bien des petits jeunes qui publient beaucoup moins sur Instagram et par contre qui bossent très dur et que ceux-là ils sont des armes en préparation. Non, mais clairement. Bon, puis je pense que c'est,
c'est oublier un peu ce qu'est le sport quand tu commences à te concentrer que sur les autres, dans le sens ils sont meilleurs que moi, donc ils sont mieux classés, Enfin, tu vois, penser qu'au classement. En réalité, à la fin, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, moi je me dis, il y a des gens que j'aurais rencontrés en compétition. Enfin, pour moi, c'est plus altéro, mais c'est pareil. Je me souviendrai même plus de ce qu'ils ont fait, de leur classement, etc. Je me souviendrai juste de moi, cette saison-là, c'était ma meilleure saison, ou là j'étais une saison pas terrible, tu vois. En fait, c'est pas méchant vis-à-vis des autres, c'est juste que euh, l'apport du sport dans ta vie personnelle, humainement, ce que ça t'apporte, c'est pas forcément dépendant des autres dans le sens négatif, tu vois. Non, mais c'est Ça sûr. doit être positif dans le sens les belles rencontres. Mais après, pour le reste, moi, je me souviendrai pas que celle qui était devant moi, c'était machin. Je me souviendrai que moi, j'ai fait troisième et que cette saison-là, putain, je me suis battue comme une lionne, je suis trop contente, j'avais progressé alors que j'avais stagné pendant plus quelques temps. Enfin, tu vois, c'est ça qui te reste en fait. Les petites victoires. Il faut jamais négliger une petite victoire, il faut toujours les savourer et les fêter. Et comme tu disais, moi je pars du principe que si tu as une échéance, une compétition, ça sert à rien d'aller voir à droite à gauche, de te focaliser sur ce que les autres font et tout, etc. La seule chose que tu peux faire, c'est toi te préparer au mieux possible pour cet instant. Parce que le jour où tu arriveras, ça sert à rien de regarder ce que font les autres. Là, la compétition, ça sert à rien de regarder ce que font les autres. Ils pourront rien faire pour toi. Donc, faut se focaliser sur soi et surtout, bah, s'inspirer. Il faut pas confondre influenceur et personne inspirante. Et ça, je pense que c'est quelque chose aussi d'important parce qu'une personne inspirante, c'est pas forcément une personne qui a beaucoup de followers, mais c'est une personne qui peut inspirer les gens. Après, il y en a certaines qui ont beaucoup de followers, des personnes très inspirantes, et tant mieux pour elles, je suis content, mais voilà, il faut s'inspirer, et comme tu dis, les petites victoires, c'est super important, et regarder sa progression. Parce que voilà, c'est pas parce qu'on a snatché moins lourd, parce qu'on a fait une moins bonne perf sur un WOD qu'une autre personne que c'est pas bien. Ça se trouve, on a simplement amélioré son temps et qu'on a progressé. Donc voilà, il faut des petites progressions. Celui qui gagne à la fin, c'est celui qui a continué à progresser, et c'est pas forcément celui qui a eu la plus grosse progression d'un coup, hein. Donc voilà, faut toujours relativiser. Il me reste une question sur le mental, même si tu as déjà un petit peu répondu. C'est une question d'Antoine qui m'a demandé est-ce que tu as déjà vécu des coups durs dans ta carrière de crossfitter et comment tu as fait pour rebondir ou pour entretenir ta motivation après ça? Oui, alors j'ai déjà vécu des coups durs, hein, même plusieurs, hein, plein. Il y a beaucoup plus de coups durs que de bons moments, mais c'est pour ça que tu apprécies encore plus les bons moments et les victoires. Mais voilà, après, j'aime pas montrer tout ça sur Instagram, parce que voilà, c'est montrer aux autres que tu as un coup dur ou quoi, où il est allé et tout, et cetera, juste pour te faire t'apitoyer sur ton sort, ou peut-être juste te justifier tes mauvaises perfs, ou etc. etc. Je trouve que ça sert à rien, c'est juste simplement, c'est juste vouloir des clics, des j'aime, des likes et tout, ça sert à. Je suis Tu as pas le droit d'être très. pudique aussi, hein. Exactement, Hein, donc il tu y a vois. des choses, voilà, et donc j'ai vécu plusieurs coups durs, aussi bien personnels, ça peut être dans le sport, que des blessures, et ben, j'en ai pas parlé, et voilà, j'en ai pas parlé, et je veux pas en parler parce que ça regarde que moi, c'est moi, ça regarde que moi, la façon dont je réagis à cet événement, et et je suis pas d'avis de vouloir l'étaler sur les réseaux parce que voilà, les gens doivent pas forcément tout connaître de ta vie, et c'est comme tu dis, on peut rester pudique, et voilà, donc mais ouais, faut pas se leurrer, hein. Comme tout le monde, hein, j'ai des mauvais moments et des choses qui se passent, ou des fois où tu touches le fond, mais tu te dis: «Mais putain, je vais tout arrêter, putain, je c'est pas possible, machin et tout», et voilà, mais après ça dure pas longtemps et il faut rebondir et prendre une belle impulsion quand tu es au fond et remonter, donc ça se passe comme ça, et c'est comme tout le monde, mais voilà, il faut pas perdre de temps à étaler nos problèmes, et il faut plutôt se focaliser sur comment les régler, et comment rebondir et comment améliorer ta situation. Voilà, en tout cas, c'est mon point de vue, mais chacun fonctionne différemment, et je sais que maintenant c'est un peu devenu à la mode un peu d'étaler tout ce que tu vis, tes bons, tes mauvais moments, et cetera. Mais je suis pas sûr que de les étaler, ça peut t'aider énormément à améliorer ta situation, ou à continuer d'aller vers l'avant. Tant mieux si ça le fait, mais moi je sais que ça m'aiderait pas, donc voilà. Mais ouais, faut pas se leurrer, hein, faut pas croire que tout est rose. Et du coup, je passe sur mes dernières questions Ouais. pour terminer là-dessus. Est-ce que tu as déjà pensé à ce que j'ai appelé l'après, entre guillemets, et quelles sont pour toi les raisons qui te feraient lever le pied? Comment t'imagines ta vie après ta carrière de haut niveau? Ouais, ouais, non, du coup, j'y pense tout le temps, et j'y pense dès à partir du moment où je suis devenu professionnel au CrossFit, et ben, du coup, j'y ai commencé
à y penser. C'est ma manière d'anticiper les choses. J'aime bien être je tiens ça de ma mère, hein, mais j'aime bien être, du coup, ne pas arriver à un moment et te dire: «Bon là, qu'est-ce que je fais?» Donc ouais, j'y pense beaucoup et j'ai déjà commencé à y travailler, ne serait-ce que par l'intermédiaire de WIS ou d'autres projets sur lesquels je travaille et voilà et après voilà, j'ai d'autres objectifs pour l'après et j'y mettrai la même intensité, la même volonté que je mets dans le CrossFit mais après je continuerai à m'entraîner et à prendre du plaisir et j'ai d'autres challenges parce que voilà, je sais qu'après le CrossFit, j'aurai d'autres challenges sportifs que j'ai envie de faire. Ça peut être, faire un jour un Ironman ou des choses comme ça. C'est des choses qui me tiendront aussi à cœur ou aussi bien, essayer de prouver un peu aux gens qu'on peut faire des épreuves longues mais soulever lourd et et donc ça me ferait plaisir de pouvoir prouver ça. Mais ouais, j'y pense constamment et je trouve ça important d'y penser et heu voilà et après encore plus avec cette période où, du coup, il y a plus de compètes, plus rien et donc voilà, j'essaye, de m'y mettre déjà et voilà, de me dire: «Bah, écoute, un jour, voilà, faut pas, comme je l'ai répété tout à l'heure, faut être dans l'action et non la réaction et c'est ce que j'essaie de faire. Tiens, bah, je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que, c'est une question qu'on m'a posée. Je suis désolée, j'ai pas Ouais. noté le prénom, mais, est-ce que tu as déjà été tentée par les compètes d'haltéro? Parce que je sais, tu vois, honnêtement, qu'il y a des clubs d'haltéro qui sont, des grands spécialistes d'aller piocher dans les viviers de crossfitters pour se faire des équipes un peu de mercenaires. Est-ce que tu as déjà été contactée? Puis est-ce que ça t'intéresse, ça t'intéresse pas? Ouais, du coup, j'ai déjà été contacté, mais ça m'intéresse pas de base parce que déjà, je me considère pas du tout comme un fin technicien de l'haltérophilie, hein, donc j'ai pas cette prétention et j'ai surtout je suis pas naïf donc simplement mes perfs en haltéro, elles sont bien pour un crossfitter, mais comparé à un haltérophile, hein, ça reste des perfs, de base. Et donc voilà, c'est vrai qu'après je suis pas, je sais même pas dans quelle catégorie de poids je serais, pour être honnête. Mais ouais, mais c'est franchement, pourquoi pas pour rigoler un jour donc voilà, ça serait fun, même une compétition de powerlifting, hein, du coup, j'allais dire: «Ah, un jour ça peut être fun d'en faire un comme un» mais là, je dis ça comme je pourrais te dire: «Bah ouais, je voulais m'inscrire au Xterra», c'est un triathlon, Xterra, du coup, c'est de la nage et après tu fais du cross country, du VTT et après tu as un trail et ben, c'est exactement pareil. Je dis: «Bah, pourquoi pas un jour faire une compétition de powerlifting ou d'haltéro?» avec grand plaisir et voilà. Mais ouais, pourquoi pas, mais en fait, je suis tellement focalisé sur le CrossFit que tu peux pas te focaliser là-dessus parce que, en tout cas, moi, je suis focalisé sur le CrossFit à fond et on va dire, je fais pas souvent des grosses barres dans le sens où je bosse beaucoup à des pourcentages peut-être inférieurs de mon max, mais en faisant beaucoup, beaucoup de reps. Donc voilà, pour l'endurance de force donc mais pourquoi pas un jour, hein, c'est pour rigoler avec des amis, ça peut être sympa aussi. D'accord, ça un peut-être, quoi. Voilà, c'est ça. Après, honnêtement, hein, je suis pas un grand technicien de l'haltérophilie, il y a qu'à aller voir une vidéo de mon snatch et la vidéo d'un snatch d'un haltérophile, professionnel pour se rendre compte que voilà, j'ai pas cette prétention de prétendre que je serai un spécialiste en haltérophilie, loin de là, donc c'est 2 choses différentes. Il me reste une toute dernière question pour conclure. Ouais. En gros, quels sont les 3 conseils que tu donnerais à des compétiteurs passionnés, qui rêvent de haut niveau? Alors ceux qui rêvent de haut niveau, je sais qu'il y en a beaucoup des fois qui m'envoient des messages de ça. Première chose, vous focalisez pas là-dessus et dans un premier temps, entraînez-vous, se rêver sur le haut niveau, c'est pas ça qui va vous faire y aller. Donc posez sur une feuille le haut niveau, qu'est-ce qui peut me permettre d'y aller et focalisez-vous sur les choses qui vous permettent d'y aller et non sur le résultat. C'est très important et je pense que ça faut que certains jeunes fassent ça et en tout cas, bah, à Griel, je dis ça parce qu'il y en a certains, voilà, qui sont très, très bons ça réussit pour eux parce qu'ils se focalisent pas sur, être un crossfitter de très haut niveau. Ils se focalisent sur eux, leur progression, ce qu'ils peuvent progresser du coup, automatiquement, bah, tu te rapproches de cet objectif sans y penser. Donc voilà et surtout, n'oubliez pas que, voilà, le crossfit, ça reste, du plaisir, du fun. Je le répète tout le temps à chaque fois que je fais une interview, mais c'est pas parce que vous avez une programmation, que vous avez un programme à faire, que vous devez rester figé là-dedans. Si vous avez des copains qui font un truc à plusieurs, et cetera, bah, allez avec eux, faites un WOD ensemble, challengez-vous tous ensemble, et puis vous ferez votre programme une autre fois. Ou si vous avez pas fait ce que vous avez à faire, bah, c'est pas grave, mais en tout cas, vous aurez passé un bon moment et sûrement vous serez allé dans une intensité bien plus haute en faisant ce WOD avec tout le monde, en vous challengeant que tout seul. Et au final, ça vous sera encore plus bénéfique. Après, c'est important d'avoir une programmation, mais des fois, c'est aussi important de ne pas oublier ce pilier de base du CrossFit qui est aussi le partage avec les amis ou avec d'autres personnes que vous ne connaissez pas. Il faut faire ça
Et voilà, en tout cas, ce serait mes 2 conseils je pense que c'est assez, important et il faut pas l'oublier. OK. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci encore d'avoir pris tout ce temps pour échanger avec moi et pour répondre, à mes questions, puis à celles du coup qui m'ont été posées sur Instagram. C'était vraiment super cool. Eh Merci ben, non, beaucoup. merci à toi, et puis merci aux gens d'avoir, pris de leur temps pour poser ces questions puis, en tout cas, bon courage à tout le monde pour ce nouveau confinement et en tout cas, bon courage aussi à tout le monde et leurs proches, en espérant qu'ils soient pas touchés de près ou de loin par le Covid. Et merci à OK. toi surtout, hein, j'oubliais, mais merci Oh, beaucoup à bah, de toi de rien. m'avoir invité voilà, je sais que du coup, tu étais venu à Grienne il y a pas longtemps Exactement. ouais, du coup, je me rappelle il y a plus personne, il y a plus aucun mec qui a voulu snatcher pendant 2 semaines étant donné que tu snatchais leur max en série de 2, du coup, à la boxe, mais mais sinon non, du coup, c'était un plaisir, que tu m'accueilles sur ce podcast. Bah, écoute, merci 1000 fois. Ça m'a été énormément demandé donc j'espère que ça répondra à toutes les questions et que ça fera plaisir au plus grand nombre, pendant cette période un peu merdique. Ça fera passer le confinement et voilà, mais à la fin de ce podcast, par contre, faites un home workout, hein. Prenez-vous des élastiques, une dumbbell, il faut bouger. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Ciao. Ciao. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a permis d'en apprendre un peu plus sur notre champion national et sur son approche de l'entraînement. Si la chaîne vous plaît et pour continuer à me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube ou à laisser quelques étoiles sur Apple Podcast. Ça me fait toujours super plaisir et c'est surtout très encourageant. Salut à tous et à bientôt. Allez, je glisse. C'était très bien. C'était très bien. Merci de rien. Au revoir, messieurs, dames.